Donc tout à l'heure, vous nous avez laissé avec ces petits enfants qui faisaient de l'écriture tâtonnante, inventée. Maintenant, ces enfants un peu grandis, Oui. ils commencent à orthographier les mots et vous vous demandez, vous allez nous aider à apporter des réponses, à savoir, mais comment ils font pour cette orthographe très bizarre avec, par exemple, ces E muets à la fin, ces choses comme ça. Oui. Est-ce que tout se passe au niveau de la phonologie ou il y a d'autres choses qui sont mobilisées? Voilà. Alors, la perspective nord-américaine, c'est de voir comment les enfants sont futés. C'est à dire, lorsqu'ils arrivent, j'ai plus mes notes. Alors, je fais de l'ad-lib, comme on dit, et on va voir ce que ça va donner. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la langue française, elle est belle. Elle a produit les plus beaux poèmes, les plus beaux romans, mais la langue française, elle montre son âge. Et parce qu'elle montre son âge, ce qu'elle nous fait plein d'inconsistances. Elle nous fait des règles, mais ce sont des pseudo-règles, parce qu'il y a tellement d'exceptions à ces règles qu'on se dit « Ah, mais pourquoi apprendre des règles s'il faut apprendre les exceptions en plus des règles? » Et qu'est-ce qu'elle a aussi? Elle est faite de telle sorte qu'elle favorise les lettres muettes. Donc, dans ma première présentation, j'ai dit apprendre à lire, apprendre à orthographier, c'est apprendre le principe alphabétique, c'est-à-dire cette correspondance entre les sons de la langue parlée et ces conventions purement arbitraires que sont les symboles qui représentent les lettres. Alors, le défi pour les enfants, c'est d'apprendre à orthographier quand il y a cette inconsistance dans l'orthographe de la lettre. Alors, non seulement ils ont de quoi être découragés, mais parce qu'on a la perspective qu'ils sont futés, alors on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont comme outil, en plus de la mémorisation, pour arriver à orthographier correctement? Mais la première démonstration, c'est de montrer comment elle est difficile, cette langue française. Alors, on parle de l'inconsistance. C'est quoi l'inconsistance? Ce qu'on fait maintenant, on dit, mais c'est une notion de probabilité. Alors, vous avez le phonème, le son O, et ce qu'on voit, c'est qu'il peut être représenté de 11 façons différentes lorsqu'il est en fin de mot, lorsqu'il représente la fin du mot. Alors, le petit première année, le petit deuxième année qui essaie d'orthographier, il se dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette variété de sons O et comment j'arrive à représenter? Parce que le but ultime, c'est représenter ultimement une représentation des mots spécifiques avec leur orthographe spécifique. Comment arrive-t-il à faire ça? Donc, on parle d'inconsistance. On sait que plus un mot a une inconsistance qui est rare, donc c'est probabilité, plus ce mot tardera avant d'avoir une représentation orthographique de haute qualité, c'est-à-dire complète et sans erreur. On sait aussi par ailleurs que plus le mot est long, plus le mot est long, plus il tardera à avoir cette représentation orthographique complète. Plus le mot est fréquent par contre, il sera plus rapide à développer pour les enfants une représentation complète. Donc, on a appris plein de choses sur la langue française et comment les enfants arrivent à maîtriser l'orthographe, s'ils le maîtrisent. Mais mon propos, c'est-à-dire que maîtriser cette orthographe, c'est assez difficile, merci, en français. Si nous changions de langue et nous parlions le finnois, et que vous seriez d'accord qu'on parle le finnois, alors on ne saurait pas les lettres de l'alphabet en début de première année, et on serait tous lecteurs au milieu de la première année, et on serait scripteurs corrects à la fin de la première année. Mais la langue française, elle est belle. Alors, nous voilà. Voici des données de Petit Français. Ce sont les données à partir de la base de données de Potier-Potier, qui regardait le niveau de difficulté de la première à la 5e année, c'est-à-dire de quoi? Du CP jusqu'au CM2, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont les enseignants, vont dire « Ah, mais c'est une belle progression, on voit de la première année jusqu'au CP. » Pas au CP. En tout cas, je vais parler en nord-américaine, vous me comprendrez, vous démêlerez. Alors, prenez les âges. Alors, c'est une belle courbe. Mais ce que vous voulez retenir, c'est que dans l'ensemble, après 5 ans de scolarité, les enfants écrivent à peu près 60% des mots correctement. 5 ans de scolarité, 5 ans de lecture, 5 ans d'écriture, 60% des mots. Ce qui montre que la langue française, elle est belle, mais Dieu qu'elle est difficile à maîtriser.
Alors, ce qu'on cherche à voir, c'est quelles sont les caractéristiques de cette langue, et plus on comprendra les caractéristiques de cette langue, peut-être sera-t-il plus facile pour les enseignants d'arriver à développer des stratégies pédagogiques qui partent de ces caractéristiques et qui démystifient pour les enfants qu'est-ce que c'est que d'orthographier correctement. Donc, attendez un instant. On a parlé des inconsistances. Donc, quelles sont les caractéristiques dont j'aimerais parler? J'aimerais parler de cette inconsistance. Et l'inconsistance, elle est à plusieurs niveaux. Elle est un premier niveau, c'est au niveau des voyelles. Et là, ce sont mes collègues de Belgique, Mousti et Lebart, qui ont fait de très, très jolis travaux dans les années 90, même fin des années 80, qui regardaient la fréquence d'épeler le dernier phonème, le phonème « in » dans les mots, donc un phonème très simple, « in », et de regarder la fréquence d'épellation possible, comme le phonème « o » que j'ai fait tout à l'heure. Ils se sont dit, si un mot respecte le phonème le plus fréquent, ce mot devrait être orthographié plus rapidement, correctement. Les enfants auraient plus de facilité. Si un mot qui a une fréquence d'occurrence égale, mais dont le phonème « in » est écrit avec une orthographe plus rare, les enfants buteront sur l'apprentissage de cette orthographe, donc feront plus d'erreurs. Et ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement le cas. Épeler lapin, épeler pépin, IN, est acquis plus rapidement qu'épeler le mot poulain. Parce que poulain, c'est AIN. AIN, cette représentation du même phonème, est plus rare que la représentation du phonème IN. Alors, la fréquence d'occurrence des unités inconsistantes a un impact sur l'apprentissage. Les enfants ont des connaissances implicites. Vous demandez aux enfants, mais c'est quoi la façon la plus fréquente d'épeler le phonème « in ». Je vous le demande à vous les adultes, je demande aux enseignants. Vous allez réfléchir, vous n'aurez peut-être pas accès à cette information parce qu'elle n'est pas consciente nécessairement, mais notre système perceptuel est tel que nous retenons de l'information statistique sur la fréquence d'occurrence et de co-occurrence des patrons orthographiques. Alors, première piste, inconsistance, vous retenez plus les inconsistances, il y a des façons d'épeler « o » qui est plus facile, plus fréquente que d'autres. Par exemple, en fin de mot, EAU est plus fréquent. Voici un graphème qui est complexe parce qu'il comporte 3 lettres, mais EAU est plus fréquent. Donc, à épeler les mots avec EAU en fin de mot, les enfants auront peut-être plus tendance à épeler EAU que le phonème O ou OT ou OS. Voilà. Donc, voici ce qu'il y en est. Autre chose. Les règles contextuelles. Encore nos collègues de Belgique nous ont montré que la structure de la langue française est telle qu'il y a certaines règles. Par exemple, que la consonne C devrait précéder la voyelle I. Donc, dans cigare, cigale, ciseau. Et donc, on peut apprendre la règle aux enfants et dire, bon, mais si tu as le phonème ou la lettre I, c'est un C qui fait le son S. Mais il y a les exceptions à la règle. Alors, pourquoi sifflet? Pourquoi silence? Alors là, on veut expliquer une règle qui facilite l'orthographe aux enfants, mais là, ils vont dire, mais ça marche pas tout le temps. Alors, si ça marche pas, ça fonctionne pas tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, ils disent, bon, mais ils lèvent les mains. N'empêche, cette inconsistance aussi la rend difficile. Une autre chose, c'est que le français, il favorise les lettres muettes en fin de mot. Si vous comprenez le principe alphabétique, vous vous dites, mais quelle langue? Pourquoi on favorise les lettres muettes en fin de mot et ailleurs, mais particulièrement en fin de mot? Et donc, nous avons calculé le nombre de mots avec lettres muettes à partir de 2 bases de données. La première base de données, c'est Manulex, qui représente vos manuels scolaires, les manuels pour l'apprentissage de la lecture ou les manuels en général. Manuels scolaires, l'éducation nationale, tous les enfants français ont les mêmes manuels scolaires. Et vous voyez que 56% des mots dans les manuels scolaires ont une lettre muette en fin de mot. Ensuite, on regarde chez l'orthographe adulte, donc Lexique, qui est une base de données de mots dans les écrits français. On voit que la correspondance est pas mal pareille. 61% des mots ont une lettre muette en fin de mot. Alors, ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que l'orthographe française qui favorise les lettres muettes en fin de mot, c'est en raison de 2 choses principalement. La première, c'est la morphologie flexionnelle, c'est-à-dire que l'orthographe, la grammaire du français favorise des marqueurs qui sont silencieux. Donc, on veut dire qu'il y a un chien et des chiens
on utilise le S qui est entièrement muet. On veut conjuguer des verbes, mais on veut marquer la personne qui parle, alors on utilise des terminaisons qui sont aussi habituellement muettes. Alors, donc, les enfants, donc la morphologie flexionnelle et les travaux de Michel qui a quitté parce qu'il voulait plus m'entendre. Alors, les travaux de Michel montrent très bien que maîtriser la grammaire et la morphologie flexionnelle est très difficile pour les enfants. Moi qui enseigne dans une université anglophone, qui a appris l'anglais sur le tard, je fais l'erreur en anglais, moins fréquemment maintenant, de ne pas marquer le pluriel avec un S. Ce qui est trop drôle, parce que j'ai généralisé la règle du français vers l'anglais. Et l'anglais n'a pas cette règle. Une autre raison pour les lettres muettes, donc l'orthographe grammaticale, c'est pas mon propos aujourd'hui. C'est plutôt l'orthographe lexicale. C'est-à-dire que si on élimine du 56% et du 61%, tout ce qui est morphologie flexionnelle, tout ce qui est mots pluriels, conjugaison de verbes avec des lettres muettes, alors on obtient 28% de mots en français qui ont une terminaison avec une lettre muette. Une ou plusieurs lettres muettes. C'est rare, plusieurs lettres muettes. Donc, les enfants doivent apprendre à orthographier plus d'un quart des mots du français. Puis ça, c'est 28% des mots dans Manulex. Et c'est uniquement les mots de première année. On voulait vous assurer de vous dire, les enfants de première année doivent apprendre à épeler 28% des mots qu'ils doivent apprendre avec une lettre muette et qui brise ce principe alphabétique. Alors, comment y arrivent-ils? Parce que les enfants sont futés, ils vont utiliser tout ce qu'ils ont à leur connaissance, c'est-à-dire ces connaissances implicites. Oh, je voulais vous convaincre que c'était difficile. Pardon. Voyez-vous, j'ai oublié ce que je dois vous dire. Donc, pour vous convaincre que l'épellation ou l'orthographe de mots avec lettres muettes est particulièrement difficile, nous avons sélectionné 779 mots, presque 780 mots qui sont présents en première année, et nous avons regardé de ces mots. Ils ont tous une lettre muette. Ensuite, nous les avons appareillés à des mots avec une fréquence égale et avec le nombre de lettres égal, mais qui n'ont pas de lettre muette en fin de mot. Et on va regarder la différence. Est-ce que j'ai raison de vous dire que ce qui brise le principe alphabétique est particulièrement difficile à apprendre à orthographier? Alors, voici l'orthographe des mots des enfants. Ce que vous voyez en bleu, c'est l'orthographe des mots appareillés qui n'ont pas de lettres muettes, et en rouge, l'orthographe des mots qu'ils doivent épeler avec des lettres muettes. Alors, même après 5 ans de scolarité, on ne réussit pas à effacer cet effet qui est présent dès la première année. Les lettres muettes sont particulièrement difficiles à marquer, parce qu'elles n'ont pas de phonologie. Alors, l'enfant doit arriver à marquer cette lettre muette sans l'appui phonologique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à partir de ces données? C'est partie participative de ma présentation. Alors, en première année, des enfants, chez Potier et Potier, pour chaque mot éplé, ça représente la performance correcte d'au moins 40 enfants. Donc, quel est le mot en première année qui a été éplé correctement par tous les enfants qui l'ont éplé? Pardon? Quel était le mot? Papa, non, papa se retrouve, maman se retrouve dans, mais papa se retrouve, mot avec une lettre muette. Attendez un instant, là. Mot avec lettre muette. Chat, non. Vous n'allez jamais deviner. En fait, c'est une question piège. C'est le mot dictée. Et les enseignants, vous devriez avoir des frissons. C'est-à-dire qu'en première année, les petits, ce qu'ils épellent correctement, c'est le mot dicté. Ensuite, prochaine participation active, c'est-à-dire qu'on arrive en 5e année, à 10 ans, quel est le mot qu'aucun enfant qui l'ont éplé correctement? Un seul mot que personne n'a éplé correctement. Encore là, c'est une question piège. C'est le mot patiemment. Alors, si on s'attend que la mémorisation par dictée va apporter l'orthographe correcte des lettres muettes, on a affaire à être drôlement patient. Parce que, effectivement, après 5 ans de scolarité, on n'y arrive toujours pas. Alors, ils nous ont dit leur réponse, les enfants. Alors, donc, le propos, c'est-à-dire, est-ce qu'on commence à conceptualiser l'apprentissage de l'orthographe
de façon différente, autre que mémorisation. Quels autres outils ont-ils? Donc, j'ai parlé de connaissances implicites, et ici, on parle de la fréquence d'occurrence de patrons orthographiques et de co-occurrence de ces patrons orthographiques. Par exemple, un travail de Sébastien Pacton avec Michel ont montré que quand les enfants utilisent des diminutifs avec des mots inventés, des mots qu'ils ne connaissent pas du tout. Vous savez qu'en français, un diminutif peut être écrit avec E-A-U, O, ou bien avec E-T-T-E. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les enfants vont avoir, avec des non-mots, des mots qui n'ont aucun sens, ils sont obligés de trouver un diminutif de ce mot qui n'a pas de sens. Ils ont tendance à mettre le diminutif E-A-U lorsque le mot inventé a un V. Mais pas lorsque le mot se termine avec un F. Alors, les enfants ont une sensibilité à la co-occurrence. Effectivement, en français, E-A-U est plus souvent précédé de la lettre V et rarement précédé de la lettre F. Donc, ça montre cette sensibilité. Alors, en est-il de même? On peut se poser la question pour les lettres muettes. En est-il de même? Est-ce que la fréquence d'une lettre muette a un impact? Au niveau de la sensibilité morphologique, puisque je vous dis que l'orthographe lexicale, non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. L'orthographe lexicale avec lettres muettes comporte deux types de mots. Souvent, ces lettres muettes ont 5 minutes. Ah, mais là, la langue française, elle est belle, mais elle est bien compliquée. Alors, connaissance implicite, ce qu'on connaît aussi, c'est que la plupart des lettres, pas la plupart, mais souvent les lettres muettes, ce qu'elles ont, elles indiquent l'appartenance de ce mot à une famille de mots. Donc, c'est la morphologie dérivationnelle. Alors, la sensibilité qu'ont les enfants à la morphologie dérivationnelle en bas âge pourrait être prédictif de leur apprentissage de ces lettres muettes lorsque la lettre muette est dérivationnelle. Et la troisième hypothèse, c'est que les enfants utilisent des stratégies d'ordre morphologique. C'est-à-dire, lorsqu'ils doivent se remémorer l'orthographe d'un mot, ils penseront peut-être à un dérivé. Donc, pour écrire bavard avec un D muet, est-ce qu'ils vont penser à bavarder, à bavardage, à bavarde, c'est-à-dire des dérivés et une flexion qui révèlent la nature de cette lettre muette? Et dans les trois cas, la réponse, elle est oui. S'il me dit que j'ai 1 minute pour vous dire tout ça, la réponse, elle est oui. Donc ici, ce que je vous montre, c'est la performance des enfants de première à troisième année, des enfants canadiens. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des mots à écrire, 14 mots, dont 7 se terminaient par T, 7 se terminaient par D. Les mots avaient été appareillés pour avoir une fréquence égale. Tous étaient des mots, des racines de familles morphologiques. Donc, le dérivé, la lettre muette, pouvait être révélée par les dérivés. Les mots étaient appareillés pour avoir des dérivés du même nombre. Donc, le nombre de dérivés, la fréquence des dérivés, ne pouvait pas expliquer aucun effet. 7 des mots se terminaient par T, 7 des mots se terminaient par D. On a regardé leur performance correcte, parce que le restant du mot, il était facile à épeler. Et leur performance correcte, elle était supérieure pour les mots en T que les mots en D. Alors, la question qui vous brûle les lèvres, c'est pourquoi? C'est parce que dans l'orthographe française, T est 12 fois plus fréquent que D comme lettre muette finale. Voilà. Ensuite, pour la sensibilité morphologique, là, on se demande la question, est-ce que les connaissances qu'ont les enfants sur la dérivation, si les enfants ont cette sensibilité, peuvent-ils nous dire que dans amical, il y a un petit mot, et le petit mot, c'est le mot ami? Peuvent-ils nous dire que dans le mot sanglier, il n'y a pas de petit mot, même s'il y a on pourrait croire qu'il y a le mot sang dans sanglier? Non, est-ce qu'ils sont capables de nous dire ça? Est-ce que les enfants, si on leur donne une tâche d'analogie, on dit dent, dentier, je te donne le mot dos. Es-tu capable de trouver un mot qui respecte dent, dentier? Alors, si les enfants sont capables de nous dire dossier, alors ils sont capables d'arriver à la dérivation. Donc, on leur donne des tâches de sensibilité morphologique et on regarde le lien avec l'épellation correcte. Sont-ils capables, les enfants qui ont une sensibilité morphologique plus grande, vont-ils épeler correctement plus facilement? Nos études à nous sont faites en français. Les études de la méta-analyse que j'ai faite, c'est toutes les langues comparées. Il y a même du chinois, parce que le chinois n'est pas une langue alphabétique.
Et là, donc, ce qu'on voit, c'est que l'effet, il est de grandeur de taille moyenne, une corrélation de 0,44 en France. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les enfants qui ont une sensibilité morphologique plus grande, une compétence à l'oral, auront des capacités d'épellation plus grandes. Dans mes travaux en français, ce qu'on fait, on se permet de faire des analyses plus fines et on contrôle pour le vocabulaire des enfants. On contrôle pour leur fréquence de lecture pour le plaisir. On contrôle pour leur habileté d'écrire des mots qui ne sont pas inconsistants. On contrôle pour leur habileté d'écrire des mots pour qui la dérivation ne révèle pas la lettre muette, des mots comme foulard. On contrôle pour tout ça, puis on dit, est-ce que la sensibilité... J'ignore maintenant. C'est de la faute de ce monsieur. Parce qu'on m'a dit qu'au Canada, les Canadiens, ils aiment bien respecter les règles. Mais qu'en France, les règles, c'est... Alors, me voilà française. Donc, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un lien... Dans nos études en français, malgré tous ces contrôles statistiques, la sensibilité morphologique prédit quand même l'orthographe des enfants. La dernière, rapidement, dans moins d'une minute, pour vous dire, parce que l'année prochaine, il faut la canne. C'est au niveau des stratégies. Est-ce que les enfants utilisent des stratégies? Sont-ils stratégiques lorsqu'ils ne savent pas épeler, lorsqu'ils ne peuvent pas se remémorer? Une étude par un collègue francophone du Québec a montré que dans 75% des mots, les enfants vont dire « Ah oui, j'ai utilisé une stratégie ». Nous, dans nos études avec les mots avec lettres muettes, on leur a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Donc, ils écrivaient un mot, puis on a dit « Qu'est-ce que tu as fait pour écrire ce mot ?» Ils pouvaient se remémorer, je le connais. Ils pouvaient nous dire « Ah, j'ai écouté les sons et j'ai reproduit les sons. » Ils pouvaient nous dire « J'ai pensé à un autre mot. » Puis là, on leur demandait « Mais quel mot ?» Alors, ce mot pouvait être un dérivé, bavarder pour bavard, ou pouvait être un autre mot. Ce qu'on voit, c'est que, donc, l'utilisation de stratégies lorsqu'on orthographie des mots au lexique est fréquente. Ce qu'on voit, c'est que l'utilisation de stratégies avec dérivés est aussi très fréquente, rapportée par des enfants de 9 ans, et qu'elle est efficace dans 77% des cas. Mais il y a des enfants qui nous disaient qu'ils pensaient à d'autres mots quand le mot n'avait pas de dérivé. Et là, on a dit, bon, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'ils vont épeler correctement? Mais lorsqu'ils utilisent des mots, une stratégie en pensant à un autre mot, ça leur nuit à cause de l'inconsistance du français. Alors, pour conclure, ce qu'on voit, c'est qu'on pense mémorisation. Pour votre vie entière, vous allez vous rappeler de dicter et patiemment. Alors, il est temps qu'on commence à voir quels autres outils ont les enfants pour apprendre à orthographier correctement, particulièrement ces lettres muettes en fin de mots, qui semblent particulièrement difficiles. Merci. Merci bien. Je voudrais pas abuser parce qu'il commence à être tard, oui. Mais je vais quand même demander si le jury a une question. Et pendant ce temps, je vais peut-être demander à Catherine Brissot de commencer à venir s'installer. En tout cas déjà ici. On a une question. Oui, allez-y. L'enseignement explicite de l'orthographe dès l'entrée dans l'écriture maternelle est-il prédictif d'habileté orthographique ultérieure? C'est une très très bonne question. Je vous ai dit d'emblée dans ma première présentation, moi je suis chercheur. Hein? Alors, moi ce que je dis, c'est que donc moi comme chercheur qui ne suis pas enseignante, j'aimerais renvoyer la question au pédagogue pour nous dire mais qu'est-ce qu'on fait? Ma question, mais ce que je peux vous dire qu'on doit changer, c'est si on utilise uniquement la dictée comme mode d'apprentissage, ben on est foutu. Hein? Et plus on va comprendre cette notion de langue française et plus on comprend ses caractéristiques, plus on transmet les connaissances de ces caractéristiques aux enseignants et aux pédagogues, plus on va être capable de développer des stratégies. Par exemple, de discerner que peut-être il serait bien de déplier tous les mots en un où l'orthographe elle est consistante, puis après ça d'introduire les autres mots ou d'introduire les phonèmes inconsistants et leur expliquer le pourquoi. Ben, elle est comme ça la langue française, parce que souvent on ne sait pas pourquoi, mais elle est comme ça la langue française. Alors je crois qu'il y a moyen de le faire, mais en utilisant peut-être, en maximisant ce que je dis au niveau des d'outiller les enfants mieux qu'on le fait présentement.
La mémorisation n'est pas suffisante. Et c'est ce qu'il faut se dire, hein. La mémorisation n'est pas suffisante. De même que la lecture n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Je dois vous dire, ça c'est important de retenir. La lecture, elle est nécessaire pour le développement de ces représentations orthographiques. Plus on lit correctement, plus elles seront correctes, mais elle n'est pas suffisante parce qu'on voit que pour l'orthographe, les lettres muettes qui ne respectent pas ce principe alphabétique, ben, c'est foutu. Pourquoi on les marquerait? Merci beaucoup. On retiendra, la dictée n'est pas suffisante. Au moins.